bonsoir à tout le monde, bonsoir Marketing TV, bonsoir Monsieur Dramé, bonsoir chers étudiants, bonsoir Halim Bamba, Lai Bamba aussi, bonsoir à tout le monde, bonsoir. D'abord, avant de commencer mon thème, je félicite d'abord mes collègues qui m'ont précédé, Khalifa Babacar Dramé, M. Sano, M. Moubarak Wade, etc. Je profite de cette occasion solennelle pour féliciter Lai Bamba qui est initiateur de ça, qui est excellent, surtout en cette période de confinement. Je pense que vous êtes en train d'abattre un excellent travail et là je vous remercie et bonsoir Néné Diouf, bonsoir à tout le monde, bonsoir Ahmed, bonsoir Pathé, bonsoir à tout le monde. Maintenant, on va entrer vraiment sur notre thème, qui est la contribution économique locale, qui est la CEL. En fait, pourquoi ce thème? D'abord que c'est un impôt qui est très récent dans l'environnement fiscal sénégalais. D'abord, ça aussi, il faut le savoir. La première chose à savoir, vous savez que le système fiscal sénégalais s'est fortement inspiré du système fiscal français. Si on regarde la CEL, en fait, on l'a inspiré du modèle français. Là-bas, on ne parle pas de contribution économique locale, mais on parle de contribution économique territoriale. Il y a juste l'aspect local et territorial qui les sépare. Vous savez qu'en France, en 1975, à l'époque, Jacques Chirac était le ministre de France et des Finances. À l'époque, M. Jacques Chirac avait prôné de changer, de substituer la patente à la taxe professionnelle. Ça, c'était en 1975. Maintenant, en 2010, c'est là où les Français ont supprimé ce qu'on appelle la taxe professionnelle et l'ont remplacée avec ce qu'on appelle la contribution économique territoriale. Mais s'il s'agit du Sénégal, le Sénégal, à travers la loi 2018-10 du 30 mars 2018, le Sénégal a institué un impôt qu'on appelle la contribution économique locale. Et cette contribution économique locale s'est substituée à la CEL, à la patente, excusez-moi, à la patente. Parce qu'au Sénégal, il y avait la patente qui comprenait un droit fixe et un droit proportionnel, mais on s'est dit quand même qu'il fallait réformer cette patente-là et remplacer ça avec un autre impôt qu'on appelle la contribution économique locale. Donc, l'aspect local est assez important. C'est pour vous dire que c'est un impôt local. Parce qu'il y a une différence entre impôt d'État et impôt local. Il y a des impôts qui sont spécifiquement perçus pour le budget des collectivités locales. C'est pourquoi on les appelle des impôts locaux. C'est le cas de la CEL. C'est pourquoi on l'appelle contribution économique locale. La CEL, comme je l'ai dit, a été instituée par la loi 2018-10 du 30 mars 2018 en remplacement de la patente. Et la CEL comprend deux contributions. Et quand je parle de CEL, encore une fois, c'est le sigle contribution, c'est C, E, c'est économique, L, c'est local. C'est pourquoi on l'appelle CEL, contribution économique locale. La CEL comprend deux contributions. C'est un impôt qui comprend deux sous-impôts, si vous voulez. Hein. C'est en guise d'explication. Il y a une contribution indexée sur la valeur locative et il y a une contribution indexée sur la valeur ajoutée. Donc, il y a deux contributions. Il y a la CELVA et la CELVR. La CELVR, c'est contribution économique locale basée sur la valeur locative. Et la CELVA, c'est la contribution économique locale basée sur la valeur ajoutée. Donc, on va faire une dichotomie de ces deux sous-CEL. Il y a la CELVR, il y a la CELVA. Donc, il y a une contribution indexée sur la valeur locative, mais une contribution aussi indexée sur la valeur ajoutée. Deuxième chose à savoir, qui est extrêmement important, qui doit payer la CEL? Est-ce que c'est moi, M. Wad salarié, je dois payer la CEL? Ou bien c'est M. Dramé qui a son entreprise qui devra payer la CEL? Il faudra bien qu'on délimite le champ d'application de la CEL. La CEL est due par toute personne physique ou morale qui exerce une activité indépendante et qui est soumise à un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. Je vais essayer d'éclater cette disposition. On a dit, la CEL touche toutes les contributions, toutes les personnes physiques, autant pour moi, toutes les personnes physiques
qui réalise une activité économique indépendante, une activité qui sont redevables, qui sont éligibles dans un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. Ça nous dit, on a dit une activité économique indépendante. Donc, une personne qui est liée par un contrat de travail, il y a un lien de subordination. Donc là-bas, cette personne-là n'est pas indépendante. Donc on ne peut pas le qualifier en fait d'une personne, quelqu'un qui est dans un lien de subordination, on ne peut pas lui dire qu'il est indépendant. On est bien d'accord. Donc dans ce cas-là, cette personne, elle est exclue. Donc on exclut les salariés, mais aussi on exclut les personnes physiques ou morales, les personnes physiques qui sont dans le régime d'imposition d'après la... Pour que la personne soit horaire. La dernière fois, quand on a fait la TVA, il y a le réel, il y a la CGI. Mais la CEL est due par toute personne physique ou morale qui effectue une activité économique indépendante. Indépendante, c'est extrêmement important. Indépendante, mais qui est assujettie à un régime d'imposition d'après les régimes bénéfices du réel. Donc, il faut que la personne physique ou morale soit indépendante. Il faut que la personne soit dans un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. Autrement dit, lorsque la personne elle est assujettie, la personne n'est pas redevable de la CEL. Maintenant, il faut savoir aussi les articles 322, 323, 324 du Code général des impôts ont prévu des exemptions à la CEL, c'est-à-dire des personnes qui devraient normalement payer la CEL. De la loi, on les exclut. C'est qu'il y a des exemptions permanentes, c'est-à-dire des personnes qui ne vont jamais payer la CEL, mais il y a des exemptions temporaires pour une durée déterminée. Qu'est-ce que c'est qu'une exemption temporaire? Je donne l'exemple, par exemple, des entreprises qui sont titulaires de permis de recherche dans le domaine du pétrole, du gaz et des minerais. Ces entreprises, pendant toute la période de validité de leur permis de recherche, ces entreprises-là ne doivent pas payer la CEL. Donc, il y a des exclusions, des exemptions permanentes, mais aussi il y a des exemptions temporaires. Donc, si on recadre un peu le débat, la CEL en réalité est un impôt local dû par des personnes physiques ou morales qui effectuent une activité économique indépendante et qui sont soumises à un régime d'imposition d'après les à la CGU. On exclut aussi les personnes exerçant une activité salariale dans la mesure où ces personnes-là ne sont pas indépendantes. On est bien d'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, s'agissant aussi de la CEL, on avait dit qu'il y avait deux contributions. Une contribution basée sur la valeur locative et une contribution basée sur la valeur ajoutée. On va d'abord parler de la contribution basée sur la valeur ajoutée. Sur la valeur locative, autant mouvement, la CEL vert. Qui doit payer la CEL vert? On a dit que c'est une contribution basée sur la valeur locative. Prenons le cas d'une entreprise comme Orange. Je vous dis, mais c'est juste en guise d'exemple. Prenons une entreprise comme Orange. Orange, en réalité, a son siège sur la VDN et Orange a des annexes un peu partout. Peut-être qu'elle a pris en location. Donc, ici, la loi nous dit, au niveau de la CEL vert aussi, il y a trois la CEL vert propriétaire. Il y a la CEL vert locataire et il y a ce qu'on appelle la CEL vert loueur professionnel. Qu'est-ce qu'on appelle CEL vert propriétaire? C'est M. Dramé, par exemple, qui a son bâtiment qui appartient à l'entreprise, inscrit à l'actif de son bilan. Dans ce cas, M. Dramé est propriétaire des locaux et il exerce une activité redevable de la CEL dans ses propres locaux. Ce n'est pas la même chose que M. Aïni Diop, par exemple, qui va prendre, par exemple, un local qu'il paye chaque mois. Donc, lui, il n'est pas redevable de la CEL vert propriétaire. Il n'est pas propriétaire de ses locaux. Il n'est que locataire. Dans ce cas, M. Aïni Diop est redevable de la CEL vert locataire. Qu'est-ce qu'on appelle CEL vert loueur professionnel? Le Code général des impôts donne une définition exacte de ce qu'on appelle un loueur professionnel. On va y revenir. Donc, il y a CEL vert propriétaire, CEL vert locataire
SLV, loueur professionnel. Loueur professionnel, c'est qui? On va y revenir tout à l'heure. Mais parlons d'abord de la SLV propriétaire. Je dis, M. Dramé, qui a son entreprise de logistique, il a un immeuble. Et cet immeuble-là, il exerce une activité redevable de la SEL dans ses propres locaux. Comment on va faire pour estimer la valeur locative de cet immeuble-là? C'est très difficile. Parce que là-bas, réellement, il n'y a pas un aspect pécuniaire qui est là. Il faut qu'on dise, il est propriétaire des locaux et il exerce une activité dans ses propres locaux. Dans ce cas, la loi vous dit, à travers l'article 291 du Code général des impôts, qui donne maintenant une définition scientifique de la notion de valeur locative dans ce cas. Dans ce cas, pour M. Dramé, on va lui dire, estime la valeur locative des locaux. C'est-à-dire, M. Dramé, le terrain vous appartient, le bâtiment, c'est-à-dire les constructions. Et il y a ce qu'on appelle des aménagements. Et quand on parle de local ici, c'est tout ce qui est fixé au sol. Tout ce qui est fixé au sol. Il faut que on puisse recadrer le débat. Parce que vous êtes propriétaire des locaux et vous exercez une activité redevable de la SEL dans vos propres locaux. Comment on va faire pour estimer la valeur locative? C'est une problématique. Mais l'article 291 vient nous sauver. Pourquoi? Parce que l'article nous dit, prenez la valeur du terrain, plus la valeur des constructions, plus la valeur des aménagements, agencements, entre autres. Autrement dit, tout ce qui est fixé. D'accord. Et 7%. 7%. Et c'est important. Maintenant, si vous prenez le terrain, plus le bâtiment, le tout, vous appliquez 7%, vous avez la valeur locative. Et si vous avez cette valeur locative maintenant, vous pouvez calculer la SEL. Parce que là-bas, on vous dit, prenez là un taux. Mais quel taux on va Mais sachez que lorsque je suis redevable de la SEL propriétaire, on me demande d'estimer la valeur parce que normalement le terrain, vous savez le prix d'acquisition, le coût d'acquisition du terrain, le coût de revient des constructions, le coût des aménagements, agencements, installations, entre autres. En tout cas, tout ce qui est fixé au sol. Mais on ne parle pas du matériel, le matériel de transport, le matériel mobilier, le matériel roulant. Le matériel roulant, c'est pas éligible. On parle des immeubles par nature. Tout ce qui est, autrement dit, terrain, bâtiment, les locaux, etc. Mais en tout cas, vous entrez dans un bâtiment, il y a un ascenseur, l'ascenseur est éligible parce que partie prenante du bâtiment. Donc, on prend cette valeur locative, on applique 7%. Si on prend la valeur locative, on applique 7% pour calculer la SEL propriétaire. On demandera de prendre cette valeur locative que vous avez calculée en amont et vous appliquez un taux de 20% dans ce cas. Normalement, le taux de la 15%, le taux de la SEL. On le verra tout à l'heure. La SEL propriétaire, c'est 15%. La SEL locale, 15%. La SEL loueur professionnel, c'est 15%. Mais pour la SEL propriétaire, on nous demande d'appliquer un taux de 20%. Vous savez pourquoi? Parce que M. Dramé est redevable de 5% de la valeur locative au niveau de la contribution foncière. Mais dans le cas de la SEL propriétaire, ici, l'exemple qu'on avait pris, c'était M. Dramé qui exerce une activité professionnelle dans ses propres locaux. Dans ce cas, il est redevable de quoi? De la contribution foncière des propriétaires. Il est redevable, M. Wad, est redevable de la SELVL propriétaire. Et il est, M. Dramé plutôt, il est redevable de la SELVL propriétaire. Et il est redevable aussi de ce qu'on appelle la contribution foncière des propriétaires. Donc là-bas, il y a 5% et 15%. Donc, il devra payer 20%. Donc, pour résumer sur la SEL propriétaire, vous allez estimer la valeur locative en quoi vous prenez la valeur du terrain, plus la valeur des constructions,
plus la valeur des aménagements, des agencements et des installations, tout ce qui est fixé au sol, le tout, vous appliquez un taux de 7%. Là-bas, vous n'avez pas la selle, mais vous avez le montant de la valeur locative compte tenu des dispositions de l'article 291 du Code général des impôts. Maintenant, pour calculer la selle, vous prenez cette valeur locative calculée en amont et vous appliquez un taux de 20%. Maintenant, deuxième sous-selle locataire, c'est la selle VL locataire. La selle VL locataire, comme j'ai dit, vous avez pris, vous voulez exercer une activité professionnelle, vous avez pris un local en location, ou bien le local vous êtes attribué à titre gratuit. Je vais faire la distinction entre les deux. Ici, c'est M. Aïdine Diop qui a par exemple son cabinet de conseil juridique qui va par exemple prendre un appartement. Il prend l'appartement, il va payer à son bailleur, le cabinet va payer au bailleur chaque mois 500 000. En fin d'année, c'est facile. Vous prenez la valeur locative hors taxe. Hors taxe. TVA, hors taxe dans les mois des ordures ménagères. Vous prenez la valeur hors taxe annuelle, vous appliquez un taux de 15%. Locataire, il n'est pas propriétaire. C'est pas pareil dans le cas de M. Dramé qui est propriétaire des locaux et qui exerce une activité professionnelle dans ses propres locaux. C'est pas pareil. Ici, M. Aïdine Diop, il est locataire. Donc, il faut prendre la valeur locative hors taxe annuelle et vous appliquez un taux de 15%. Pour M. Dramé, on avait appliqué 20%. Le pourquoi, je l'avais expliqué. Parce que M. Dramé, le local l'appartient et il exerce une activité professionnelle dans ses propres locaux. Dans ce cas, il est redevable de 2 impôts, de la selle VL, et il est redevable aussi de ce qu'on appelle la contribution foncière des propriétés bâties. Mais là, on a procédé à une fusion de ces 2 impôts. C'est pourquoi le taux passe de 15 à 20%. Mais pour le cas de M. Diop, il n'est pas propriétaire des locaux, il n'est que locataire. On va prendre la valeur locative hors taxe annuelle et bon, on va appliquer un taux de 15%. 15%. Maintenant, prenons par exemple le cas de Pathé Niasse. Pathé, lui, il veut exercer une activité. Par exemple, d'enseignement. Mais d'enseignement dans le domaine professionnel, parce que s'il s'agit d'enseignement général privé, là-bas c'est exonéré, c'est exempté de celle, ça il faut le savoir. Hein? Mais quand on prend le cas de Pathé, le cas de Pathé, c'est son papa qui lui a donné un appartement, une mise à disposition à titre gratuit. Ça c'est grave. Pathé ne paye pas de loyer. Pathé ne paye pas de loyer, attention, mais Pathé, il paye quoi? Pathé, il ne paye pas de loyer, mais dans ce cas, est-ce qu'il est redevable de la selle? La loi dit oui. Pathé, comment tu vas faire? On va dire à Pathé, va voir un appartement du même standing. Combien, si ton papa devrait le louer, il allait le louer à combien, par exemple? Regardez bien. Ici, Pathé ne paye pas de location. Le local lui est attribué à titre gratuit. Mais la loi lui dit, Pathé, même si tu ne payes pas de location en réalité, tu es obligé de payer la sévère. Et en quoi faisant? Comment à Pathé va estimer un local, même local, devait être loué par ton papa, quelle est la valeur locative? Et dans ce cas d'espèce, Pathé va estimer cette valeur locative-là et on va prendre le montant de la valeur ajoute, le montant de la valeur locative hors taxe aussi. Et là-bas aussi, on applique le taux de 15%. Donc, est redevable de la selle vers locataire, c'est pour des locaux loués, payés à titre gratuit. Donc, le cas de Aïdine Diop, il avait pris un local en location. Mais Pathé a occupé un local à titre gratuit pour exercer des professionnels de faire une estimation sur la même zone si on devait payer. Si vous devez payer un loyer, quel serait le montant? Ça aussi, c'est quelque chose à comprendre. Troisième élément. Vers loueur professionnel.
Et le Code général des impôts nous donne la définition d'un loueur professionnel. On appelle loueur professionnel une personne physique ou morale qui exerce une activité de sous-location, une activité de location de fonds de commerce et une activité de location d'appartements meublés ou de chambres meublées, à l'exclusion des établissements hôteliers agréés. Les établissements hôteliers agréés ne sont pas redevables de la CELVL loueur professionnel. Donc, qui est loueur professionnel? C'est une personne physique ou morale qui exerce une activité de sous-location ou une activité de location de fonds de commerce. La location meublée, il faut exclure les personnes physiques des établissements hôteliers, entre autres, qui disposent d'un agrément délivré par le ministère de tutelle. Ça, il faut le comprendre. Mais pour ces personnes-là, quand je suis loueur professionnel, pour ces personnes, on leur dit, prenez la valeur locative annuelle. Par exemple, je fais une location d'appartement meublé à plus de 2 chambres. On me dit, prends la valeur locative annuelle que tu as encaissée, M. Wad, hors taxe, et tu appliques un taux de... Donc là, je suis redevable de quoi? Je suis redevable de la CELVL loueur professionnel. Donc sur la CELVL, il y a 3 sous-celles. Il y a la celle propriétaire, M. Dramé. Il y a le cas locataire qui occupe 2 parties aussi. Il y a quand la personne a pris une location et un immeuble en location, ou le local est occupé à titre gratuit, le cas de partenaire, ou bien M. Wadi qui fait une activité de sous-location, une activité de location de fonds de commerce ou une activité de location de chambre meuble. Donc on a celle propriétaire, celle locataire et celle loueur professionnel. Je prends le cas d'une école pour l'illustrer. On va prendre le cas d'une école, par exemple, qui a son siège. Et l'école a des annexes. Au moins, le siège, l'école va l'utiliser. C'est un local qui appartient à l'école, mais qui va servir d'une activité professionnelle. Donc là-bas, l'école est redevable de la... Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, si l'école a des annexes qu'elle a pris en location, sur ces annexes-là, l'école est redevable de la celle locataire. Donc une entreprise peut être à la fois redevable de 3 celles, celle locataire, celle loueur professionnel et celle propriétaire. Donc il faut faire beaucoup attention sur ces 3 sous-celles. Donc la celle valeur locative, il y a 3 sous-celles, celle propriétaire, celle locataire et celle loueur professionnel. Mais il y a une problématique que le Code général des impôts n'a pas. C'est laquelle? Quel est le cas d'une entreprise, par exemple, qui est au Sénégal, mais qui dispose d'un immeuble à l'étranger? On est bien d'accord? Maintenant, ou bien l'entreprise est au Sénégal, mais a pris un immeuble, un local au Mali. Ça, c'est mon avis. Il y a des étudiants qui vont me dire que, M. Wad, vous nous avez appris que la fiscalité n'est pas un produit de la logique ni du raisonnement. Ce sont des textes et des normes qui sont codifiés et hiérarchisés. Et je vous avais dit qu'en cas d'hésitation, on n'utilise pas la tête, mais on va voir ce que le Code général des impôts a dit. Parce que la fiscalité n'est pas une matière qui relève de la logique ou du raisonnement. Mais ici, le code, il est muet. Mais je vais essayer de démontrer mon avis. Cette entreprise-là, qui est au Sénégal, qui possède un immeuble à l'étranger, n'oubliez pas les gars, la celle est un impôt local. La celle est un impôt local. Si par exemple, je suis une station d'essence comme Total, vous savez que Total, il y a des stations d'essence partout au Sénégal. Sur cette station, la valeur locative qu'on paye, on va payer ça à la mairie où se situe cette station. On est bien d'accord. Mais quel est le sort, par exemple, si par exemple je disais que l'entreprise-là a un immeuble à l'étranger? Est-ce que cet immeuble-là peut faire l'objet de paiement de celle au Sénégal? Ça, c'est mon avis. Hein. Ce n'est pas dans le Code général des impôts. A priori, non. Vous savez pourquoi? Si l'immeuble, par exemple, est au Mali,
On va le payer dans quelle collectivité locale au Sénégal? On ne sait pas. Ça, c'est mon avis. Hein. Pour moi, les immeubles appartenant à l'entité située à l'étranger ne doivent pas être pris en compte, dans le calcul de la SEL. Vous êtes bien d'accord? Et les immeubles aussi pris en location et qui sont situés à l'étranger ne doivent pas être dans la base de calcul de la SEL. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. Ce n'est pas dans le code général des impôts, mais on a envoyé cet avis-là au niveau de l'administration fiscale pour voir quelle sera la position de l'administration fiscale par rapport à ce point. C'est-à-dire les immeubles situés à l'étranger appartenant à l'entité ou bien les immeubles aussi pris en location mais situés à l'étranger. Ces types d'immeubles-là, à notre avis personnel, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la contribution économique locale. Aussi, les immeubles aussi que l'entité a pris, mais pour le logement du personnel aussi sont exclus. Par exemple, l'entreprise a pris un immeuble qu'il a pris en location ou bien l'immeuble appartient à l'entité, mais l'immeuble n'abrite pas une activité économique, mais l'immeuble est destiné juste pour le logement du personnel. Dans ce cas aussi, cet immeuble ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la SEL. Sur les deux derniers points, c'est-à-dire les immeubles appartenant à... sur ce point-là, les immeubles destinés au logement du personnel ou bien les immeubles pris en location, mais pour loger aussi le personnel, ça aussi il faut le savoir. Ça, c'est exclu. Ça, c'est dans le circulaire d'application mise en place par l'administration fiscale. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Mais pour le cas des immeubles situés à l'étranger, l'administration fiscale n'a pas encore donné sa position. Ça, c'était mon avis pour dire que, comme que la SEL est un impôt local, les immeubles situés à l'étranger ne peuvent pas faire l'objet d'imposition au Sénégal. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est la SEL locataire. Maintenant, on va essayer d'habiliter le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la SEL VA. Parce qu'on avait dit que la SEL, il y avait deux contributions. Il y avait une contribution basée sur la valeur ajoutée et une contribution basée sur la valeur locative. On a déjà traité la contribution basée sur la valeur locative. Maintenant, on va traiter la contribution basée sur la valeur ajoutée. Maintenant, je vous salue tous. Yassine Sow, merci beaucoup. J'ai vu Bilal, merci. Saliou, Ousseinou, je vous salue. Vous tous, M. Dramé, merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions aussi parallèlement, vous les posez pour que je puisse y revenir. Maintenant, pour revenir à la SEL VA, on a fait la SEL VL, SEL valeur locative. Maintenant, on va faire la SEL valeur ajoutée. Maintenant, pour la SEL valeur ajoutée, ce qu'il faut comprendre, la valeur ajoutée, le Code général des impôts, à travers l'article 336, nous donne une nouvelle définition de la valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas la valeur ajoutée comptable qu'on utilise, mais on va utiliser un nouveau terme qu'on appelle la valeur ajoutée fiscale. L'article 336 nous donne les modalités de calcul. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, pour la valeur ajoutée fiscale, cela dépend. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une banque? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une entreprise d'assurance? Ou bien on est dans le cas des autres entreprises, c'est-à-dire qui ne sont pas des banques ou des assurances? Est-ce que vous me suivez? Parce que, si vous savez pourquoi on a une SEL vers une valeur ajoutée fiscale pour les banques, une valeur ajoutée fiscale pour les assurances et une valeur ajoutée fiscale pour les autres entreprises autres que les banques et les assurances. Pourquoi? Vous savez, je le dis très souvent, la comptabilité et la fiscalité sont certes deux matières qui sont distinctes, mais qui sont étroitement liées. Et je le dis très souvent, et ça c'est une conviction, pour comprendre la fiscalité, il faut avoir de bonnes bases en comptabilité. Pourquoi? C'est le code, hein? Le code dit, on distingue la valeur ajoutée pour les banques, la valeur ajoutée pour les assurances et la valeur ajoutée pour les entreprises autres que les banques et les assurances. Vous savez pourquoi? Parce que la comptabilité bancaire
Hein? Hein? La comptabilité bancaire n'est pas la comptabilité des assurances, n'est pas la comptabilité qu'on applique dans les autres entreprises. Les autres entreprises, vous le savez mieux que moi, on applique le SUS-COADA. On est bien d'accord. Mais ici, le code nous fait la distinction. VA fiscale pour les banques, VA fiscale pour les assurances et la VA fiscale pour les autres entreprises autres que les banques et les assurances. Mais nous, on va spécifier notre débat que sur la VA fiscale, sur les autres entreprises qui ne sont pas des banques ou des assurances. Et l'article 336 nous dit comment. Si c'était la valeur ajoutée comptable, ce serait déjà facile parce que les comptables vont calculer déjà la valeur ajoutée fiscale, la valeur ajoutée comptable. Mais ici, on nous donne une nouvelle définition de la valeur ajoutée. C'est pourquoi on parle de valeur ajoutée fiscale. Et la valeur ajoutée fiscale, c'est quoi? Ici, il y a des produits qu'on doit prendre en compte et des charges qu'on doit en prendre en compte dans le cadre de la valeur ajoutée. Pour les produits, on nous dit qui est vente ou chiffre d'affaires. On nous dit de prendre les redevances perçues. On nous dit de prendre, par exemple, les subventions d'exploitation, malgré que ce n'est pas des éléments de chiffre d'affaires. Mais l'article 336 du CGI nous donne ça. On est bien d'accord. Maintenant, on dit aussi de prendre les plus-values sur les sessions courantes d'immobilisation. Une session courante, c'est plus ou moins un terme typiquement comptable, mais que la fiscalité reprend. Qu'est-ce qu'on appelle une cession? C'est une vente d'immobilisation, mais qui a un caractère courant. Si vous prenez par exemple les entreprises qui font par exemple de la location de véhicules, l'acquisition et la cession de véhicules, l'acquisition et la cession de véhicules, a un caractère courant. Ça, il faut le dire. Maintenant, on dit de prendre ces produits-là et on dit de prendre certaines charges. On vous dit, prenez tout ce qui est achat, y compris les droits de douane. Par exemple, si vous achetez des marchandises à l'extérieur, il y a des droits de douane. Mais prenez les droits de douane qui se rattachent à ces marchandises-là. Prenez ce qu'on appelle tout ce qui est transport. Par exemple, transport du personnel, les frais de voyage, etc. Prenez tout ce qui est services extérieurs, A et B. Les services extérieurs. Les services extérieurs, par exemple, il y a les comptes 62 et 63. 62, 621, les sous-traitances. 622, il y a les locations et charges locatives. 623, il y a les redevances sur les opérations de crédit bail. 624, c'est entretien et réparation. 625, ce sont les primes d'assurance. 626, ce sont les documentations. 627, les frais de publicité. 628, ce qu'on appelle les frais de télécommunication. Et il y a les comptes 63 aussi, 631 jusqu'à 638. On vous dit, prenez les services extérieurs. Mais sur les services extérieurs, ne prenez pas les locations de biens qui dépassent 3 mois. Si je loue un bâtiment et que le montant du bâtiment de la location, excusez-moi, le montant de la location ou la durée même de la location dépasse 3 mois, je parle de durée, excusez-moi, si la durée de la location dépasse 3 mois, dans ce cas, on vous dit ne prenez pas cette location-là. Ce n'est pas une charge déductible pour la seule VA. C'est une charge à exclure. Autrement dit, les loyers des biens pris en location pour une durée supérieure à 3 mois. Mais ici, ce n'est pas juste sur les locaux. Même s'il s'agit de location de matériel et que la durée de la location dépasse 3 mois, quand vous calculez les charges à enlever, n'intégrez pas ces locations-là. Mais lorsqu'elles dépassent 3 mois. D'accord? Prenez les impôts et taxes, mais ne prenez pas les amendes et pénalités. On est bien d'accord? Ne prenez pas les amendes et pénalités. Ne prenez pas ce qu'on appelle la taxe spéciale sur les véhicules. Ça, c'est des choses à exclure. On est bien d'accord? On exclut donc les loyers de plus de 3 amendes et pénalités, la taxe spéciale sur les véhicules. On prend aussi les autres charges. Et là-bas, on prend plus ce qu'on appelle les moins-values sur les sessions courantes d'immobilisation. Donc, le code, il est assez clair sur ça. Donc, les charges à exclure, il faut les retenir. Ce sont les loyers de biens pris en location
plus de 3 mois. Ce sont les amendes et pénalités. C'est la taxe spéciale sur les véhicules. Et la note explicative nous dit, en principe, toute charge qui n'est pas déductible sur le calcul de l'impôt sur les sociétés n'est pas déductible sur le calcul de la CEL. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. D'accord? Donc, les loyers de biens pris en location pour une durée supérieure à 3 mois, les amendes et pénalités, ce qu'on appelle la taxe spéciale sur les véhicules, ça sont des éléments à exclure dans le calcul de la valeur ajoutée. Ça aussi, il faut bien comprendre et le gérer. Maintenant, je vais répondre après aux questions. Je vois une question de M. Dramé et je vois aussi une autre question qui me parle des délais de déclaration et de paiement. Pour la valeur ajoutée, on parle de valeur ajoutée fiscale. Il y a des produits qu'on prend et des charges qu'on exclut. Mais je vous renvoie en fait sur l'article 336 du Code général des impôts qui nous donne une liste exhaustive de produits à prendre et des charges à prendre. On prend produits éligibles. Cette autre forme, par exemple, l'autre forme qu'on peut utiliser, de la valeur ajoutée comptable pour reconstruire fiscale. Mais ça, c'est un autre débat. D'abord, il faut techniquement être très bon en comptabilité. On prend donc, pour calculer la CELVA, on prend la valeur ajoutée fiscale qu'on multiplie par 1%. 1%. Donc, c'est 1% de la valeur ajoutée fiscale. 1%. Donc, c'est la valeur ajoutée fiscale fois 1% qui donne le montant de la CELVA. Maintenant, il y a un minimum de perception qui est prévu pour la CELVA. Minimum de perception. Récemment, avec un comptable qui me disait, moi, ma valeur ajoutée fiscale, elle est négative. Donc, je ne paye pas la CELVA. Je lui ai dit non. La loi nous dit, même si vous n'avez pas de VA fiscale, il y a un minimum de perception. Minimum. Et ce minimum de perception est égal à 0,15% du chiffre d'affaires fiscal. Le chiffre à fixe. Dans des secteurs à faible marge, il y a les entreprises qui vendent l'huile alimentaire, le lait en poudre, le ciment, les cartes de crédit. Ça sont les entreprises qui sont dans des secteurs à faible marge. Ou bien, dont les prix sont réglementés. Par exemple, les revendeurs à l'état de gaz butane, les gérants des stations d'essence et les revendeurs à l'état de farine, ça sont des secteurs d'activité dont les prix sont réglementés. Là, le minimum de perception n'est pas à 0,15%, mais ce minimum de perception est égal à 0,75% du chiffre d'affaires fiscal. Donc, même si vous n'avez pas de valeur ajoutée, ou bien votre valeur ajoutée elle est négative, vous êtes à travers le minimum de perception qui est de 0,15% pour les entreprises, mais les locales et le développement local. Très bonne question. Monsieur Draghi, vous savez, notre pays, le développement, comme on le dit, c'est une notion très relative dans nos pays. Maintenant, à travers l'acte 3 de la décentralisation, il y avait beaucoup de compétences qui étaient transférées aux collectivités locales. Beaucoup de compétences. Maintenant, tous ces impôts locaux-là, les collectivités locales, on l'a vu je l'ai dit la dernière fois, il y a des impôts qui sont payés pour le fonctionnement des collectivités locales. On est bien d'accord? Collectivités locales. Maintenant, ces impôts locaux, comme ils participent pour le budget des collectivités locales, ça va permettre aux collectivités locales de fonctionner. Aujourd'hui, par exemple, les aides qu'on donne, par exemple, pendant les fêtes, par exemple, il y a aujourd'hui des compétences transférées, notamment le fonctionnement, par exemple, des centres de santé, entre autres, c'est transféré aux collectivités locales. Mais en réalité, est-ce que les collectivités locales, à elles seules, elles peuvent faire face à cela? On a vu aujourd'hui l'épidémie qui sévit dans notre pays. Est-ce que les collectivités locales ont pu, en réalité, à l'exception de quelques communes, aujourd'hui,
Excellente question. Vous prenez Barthélémy Dias, il est en train de faire des actions dans sa commune. Mais pourquoi? Parce que sur la zone Mermoz Sacré-Cœur, il y a beaucoup d'entreprises. Et toutes ces entreprises-là payent par exemple la contribution économique locale. Et comme c'est un impôt local, c'est perçu en réalité par la mairie de Dakar, mais en grande partie par la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. On est bien d'accord. Vous prenez par exemple la contribution foncière des propriétés bâties. Ça aussi, ça fait partie de la fiscalité locale. Mais c'est pour qui? C'est pour les mairies. Donc les mairies, certaines, hein, vous prenez la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, il y a combien d'Auchan, il y a combien de banques, il y a la Sonatel sur la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, si la mairie a assez de ressources, la mairie quand même peut assurer un certain nombre de compétences. Donc on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une problématique qui existe dans notre pays. On est bien d'accord. Donc en réalité, pour revenir, la selle, comme j'ai dit, c'est un impôt qu'on a exporté du modèle français, mais à mon avis, qui reste encore critiquable parce qu'on a exporté un impôt que non, peut-être toutes les modalités ne sont pas encore maîtrisées. Ça, c'est mon avis. Parce que les Français, ils ont utilisé la patente. En 1975, Jacques Chirac est venu, les ministres des Finances, il le change, il met la taxe professionnelle. En 2010, Sarkozy vient, il change la patente, il change la taxe professionnelle, il met la contribution économique territoriale. Macky Sall vient en 2018, il le recopie. De manière systémique. De manière systémique. Et ça, ça pose problème encore d'une indépendance intellectuelle qu'on devrait avoir. Je pense que le concept aujourd'hui de CELP pose beaucoup de problèmes pour les praticiens. Beaucoup de problèmes. Cette année, c'est pas grave, mais il y a 2 ans, tu appelles 2 professionnels, tu leur poses la même question, ils vont te donner 2 avis divergents parce que c'est un impôt d'abord qu'on a admis en mars 2018 et on l'a fait rétroagir sur l'exercice 2018. Sur l'exercice 2018. Sur l'exercice 2018. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que nos autorités puissent de plus en plus avoir d'indépendance, surtout sur le plan intellectuel, et de ne pas recopier des modèles qui ne sont pas en équivoque avec nos réalités. Je le dis très souvent, vous prenez par exemple, je sors un peu du débat, vous m'excusez, vous prenez par exemple en matière de fiscalité sur les salaires. En matière de fiscalité sur les salaires, on nous dit, quand M. Wade il est marié, il a 2 femmes qui ne travaillent pas, on regarde que la première femme. Mais c'est un modèle qu'on a copié du niveau français, parce qu'en France, il n'y a pas de polygamie. Mais dans notre pays, il y a vraiment la polygamie. Et ça, ce sont des modèles. Il ne faut pas copier des textes qui ne sont pas conformes à notre réalité économique ou à nos réalités sociales. Là, ça peut être un bon impôt pour le dispositif fiscal sénégalais, mais je pense que c'était prématuré, ça c'est mon avis, hein? C'était prématuré d'aller vers cet impôt-là, parce que la patente qui existait, j'ai vu une question pareille, les modalités de calcul de la selle ne sont pas les mêmes modalités que la patente. La patente, il y avait un droit fixe, et le droit fixe dépendait du chiffre d'affaires et de votre secteur d'activité. Ça c'est d'une part, et il y avait un droit proportionnel, et le droit proportionnel intégrait quand même la valeur locative, intégrer la valeur du matériel fixe et ça au niveau de la selle on ne prenait pas au niveau de la selle on prend plus ce qu'on appelle la valeur du matériel, d'accord. Oui, Pathé, qui doit payer la patente. Vous savez, Pathé, les Sénégalais sont toujours ancrés au niveau sur la patente. La patente est un impôt qui n'existe plus. Et la patente, en réalité, ce n'est pas la patente qu'elle est en ce qu'on appelle la CGU, mais on tient toujours à dire patente. Mais la patente a été remplacée par la selle, ça aussi, il faut le comprendre. D'accord? Il faut le comprendre. Je pense que les gars, aujourd'hui, là, je ne vais pas dépasser les minutes que vous m'aviez données, c'est-à-dire 1 heure de temps de. En réalité, là, c'est le propriétaire. On est bien d'accord. Maintenant,
Pour la CLVA, on l'a vu. On a dit qu'il y a 3 valeurs ajoutées différentes des secteurs d'activité. Il y a la valeur ajoutée fiscale, il y a la valeur ajoutée économique, hein? Il y a la valeur ajoutée économique, il y a la valeur ajoutée fiscale pour les banques, pour les assurances et pour les autres entreprises que les banques et les assurances. Et même minimum de perception, même en cas de VA fiscale négative, on est obligé de payer ce minimum de perception. Et j'ai les personnes à encourager être sur des réseaux sociaux pour faire d'une vous êtes à la formation de notre jeunesse et ça c'est extrêmement important. Vous êtes l'illustration de la thèse de Victor Hugo qui disait vous ouvrez des écoles, vous allez fermer des prisons. Mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire un travail remarquable et je vous félicite, je vous encourage et je félicite aussi tous les collègues qui m'ont précédé sur ces lives-là. Comme j'ai dit tout le temps, M. Khalifa Ababakar Dramé hier qui a fait un excellent exposé sur l'optimisation en logistique, M. Sanon sur le subscription, etc. Ça, je pense que je vous félicite encore une fois et je sais que quelque chose d'un travail grotesque que vous êtes en train de faire. Et moi aussi, je remercie l'ensemble des personnes qui ont suivi. J'ai vu Cheikh Tidiane, j'ai vu Fatou Diop, je vois